Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans cette 135e rencontre en endroit où aller où ce soir nous avons la joie de recevoir Muriel Barbery pour son roman Une rose seule, sorti chez Actes Sud pour la rentrée littéraire. Pour l'interroger ce soir, nous avons la chance d'avoir Olivier Lostis de la librairie L'Esperluette à Chartres. Avant de vous laisser la parole, Muriel et Olivier, je vais rappeler à nos amis participants qu'ils peuvent poser des questions en utilisant l'onglet Converser et je me ferai un plaisir de venir poser les questions à la fin de la rencontre à Muriel. Muriel, Olivier, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Bonjour Muriel. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous poser quelques questions sur ce livre. Pas tout à fait en vrai comme on a eu l'occasion de le faire déjà, mais virtuellement. Et puis, je commence par vous dire déjà que ce livre est très beau, évidemment, plein de sensibilité, de votre finesse, celle qu'on connaît très bien. Et puis, évidemment, le jeu de mots est un peu facile, mais c'est un livre plein d'élégance parce que, bien entendu, il y a eu l'élégance du hérisson, vous devez en avoir assez qu'on en parle, mais ça reste un livre qui a marqué toute une génération de libraires, dont je fais partie. Et dans ce livre, Une rose seule, je crois qu'on peut y retrouver quelques-uns des accents que vous avez mis dans l'élégance du hérisson. On en reparlera. Il y a bien sûr le Japon, mais il y a aussi, peut-être surtout, beaucoup plus encore que le Japon, puisque dans l'élégance du hérisson, il n'est pas si présent, pas aussi présent en tout cas. Mais cette construction de soi, peut-être même cette renaissance, quelque chose comme ça, qu'on avait aussi pu lire dans l'élégance du hérisson. Et on retrouve aussi un des aspects, pas onirique, mais en tout cas féerique, ou en tout cas initiatique, celui qu'on pouvait voir dans cette rencontre de deux mondes. Alors là aussi, il y a rencontre de deux mondes, et rencontre de deux mondes culturels, bien sûr, mais il y avait eu auparavant la rencontre du monde des elfes aussi, et là aussi, on peut retrouver cette volonté de rassembler des choses qui sont éventuellement très distantes, mais qui justement permettent quelque chose d'initiatique. Alors bon, c'était pour vous dire à quel point ce livre était joli, était séduisant, était très beau, poétique aussi. Et peut-être qu'on peut commencer par parler un peu de Rose. Rose, cette femme dont l'histoire commence, en tout cas, par une lettre que son père lui a laissée. Mais peut-être vous laisser juste donner quelques-uns des éléments qui initient ce livre. Alors, bonsoir Olivier, je suis vraiment ravie de vous revoir par écran interposé. J'ai un délicieux souvenir de la rencontre dans votre Partagez. librairie et j'espère que j'y reviendrai un jour en vrai. Ça, c'est Mais sûr. très bien, alors j'en suis ravie. Alors, Rose, l'héroïne du roman et qui donne d'ailleurs son prénom au titre, bien que ce soit un vers de Rilke, est une quadragénaire. Je savais très peu de choses sur elle au début, lorsque j'ai commencé le roman. D'ailleurs, je savais très peu de choses sur le roman lui-même. Mais il était évident pour moi que ce serait un personnage de femme très souffrant, très éprouvé par la vie, et qui, au cours d'un itinéraire initiatique dont je savais qu'il se passerait à Kyoto, renaîtrait. Et je crois en effet que c'est un roman initiatique et un roman sur la renaissance d'une femme. Donc elle n'a, pour dire très brièvement les éléments principaux de l'histoire, qui est la chose la moins intéressante, comme vous le savez, elle a 40 ans, elle n'a jamais connu son père, qui est japonais et qui vit à Kyoto, et dont sa mère, qui a donc quitté cet homme juste avant que Rose ne naisse, ne lui a presque rien dit. Et elle a vécu avec une mère dépressive et une grand-mère aimante, sans jamais rien savoir de ce père japonais. Et puis, sa mère est morte, ce père meurt à son tour et elle doit se rendre à Kyoto pour entendre le testament, pour l'ouverture du testament de cet inconnu. Et donc, elle arrive à Kyoto et toute l'aventure commence puisqu'elle va découvrir la ville et découvrant la ville, il va se produire en elle un nombre conséquent de métamorphoses. Oui, et puis on ne va pas toutes les raconter là pour laisser au lecteur le plaisir de les découvrir. Euh, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, l'un des points en tout cas qui m'ont beaucoup frappé. Il y en a d'autres, mais c'est cette renaissance finalement du côté du père, du côté d'un père
qui n'a jamais été présent. Et justement, c'est comme si cette absence radicale du père faisait qu'elle n'avait jamais pu s'ouvrir vraiment à la vie, cette rose. Rose, et puis c'est joli quand même une rose, parce que les filles naissent dans les roses, et, et peut-être il y a aussi un choix, je ne sais pas, symbolique des prénoms, du côté Alors, de la féminité, en tout cas, le père est absent. alors, le prénom de Rose vient d'une autre intention de départ qui était très claire et qui couvait depuis longtemps, c'est qu'il y ait beaucoup de fleurs dans le roman. Pas pour la joliesse, mais d'abord parce que quiconque est allé au Japon sait à quel point le règne végétal y est prédominant et le plaisir que cette profusion de fleurs, d'arbres, cet amour de la nature et du végétal procure lorsqu'on déambule dans les villes japonaises. Et donc, je voulais bien sûr que les fleurs aient leur part dans le roman, mais je pense aussi que c'est parce que euh, s'il y a bien un, s'il y a bien un phénomène merveilleux qui est à l'intersection de la nature et l'art, c'est la fleur, parce qu'en elle-même, elle est presque déjà de l'art, et pourtant elle émane de la nature brute. Et comme mes deux passions depuis longtemps, et vous l'avez rappelé, c'était déjà le cas dans l'élégance du hérisson, comme mes deux passions depuis longtemps sont la nature et l'art, et les points de jonction qu'il y a entre les deux, il n'est pas étonnant que Rose soit devenue une fleur. Vous l'évoquez à votre tour, l'élégance du hérisson. Euh, En fait, dans ce livre, il y a quand même aussi quelque chose qui s'affirme, je crois. Je fais une petite parenthèse du côté de l'auteur, on va revenir au livre après, mais j'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait énormément d'éléments de votre univers, comme si ce livre était un condensat, quelque chose qui tout d'un coup vous permettait de mettre en œuvre à la fois euh, cette finesse, cette sensibilité, l'idée de s'ouvrir, l'idée de renaître, on l'a dit, vous l'avez dit, et puis votre amour du Japon, votre façon d'écrire, presque comme certains Japonais, vous savez, avec euh, beaucoup de, beaucoup de symboles, beaucoup de poésie, sans forcément toujours tout expliquer, mais en dessinant comme ça, très très subtil. On pense un peu évidemment tous ces grands maîtres du dessin japonais, et vous écrivez un peu comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, ou c'est quelque chose qui vous vient simplement de votre profonde connaissance du Japon? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui chez vous est très important. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de me dire. Profonde connaissance du Japon, non, en réalité, parce que j'y ai vécu 2 ans, j'ai passionnément aimé y vivre, et puis j'y retourne aussi souvent que je peux. Mais, mais je ne crois pas avoir la moindre expertise. La seule expertise que je revendique, c'est l'éblouissement que j'ai vécu là-bas, et en particulier à Kyoto. Je ne parle pas japonais, enfin je paragouine à peine. Je n'ai pas cherché à accumuler du savoir sur le Japon. J'ai simplement su très vite que l'expérience était tellement extraordinaire que l'impact qu'elle avait en moi serait la matière de roman à venir. Et d'ailleurs, le personnage principal est une occidentale. Il y a des personnages japonais, mais qui traversent les paysages. Je ne serais pas capable d'écrire sur l'intériorité d'une japonaise ou d'un japonais. Alors, du coup, j'ai oublié le début de la Je sais question. pas, Ah moi. oui, non, ce qui est très intéressant dans dans ce que vous me disiez, c'est que lorsque j'étais jeune romancière, je voyais chaque livre comme un tout dans lequel je me jetais avec tout le désir ardent que l'on a d'écrire un livre, et j'y étais entièrement immergée, rien d'autre n'existait. Et maintenant, je regarde mon travail comme une progression, et je suis attentive, pas de façon forcée, mais très naturellement, je suis attentive à la façon dont les choses progressent, dont le travail évolue. Et là, pour une rose seule, ce que je sentais, c'était qu'après des romans très foisonnants, ou oui, très foisonnants, très prolixes, j'avais envie d'un texte beaucoup plus resserré, beaucoup plus tenu, beaucoup plus
avec des silences aussi. Il n'y aurait pas d'explication, mais seulement des situations les plus concises possibles qui montreraient la renaissance de Rose. Dans l'élégance du hérisson, on bavarde beaucoup, on cause en permanence, et les deux monologues expliquent sans arrêt ce qui se passe pour les deux femmes, les deux personnages principaux. Et là, j'avais envie exactement de l'inverse. J'avais envie que la délicatesse des évocations, autant que possible, que la, la nudité de Rose, son absence au départ d'émotion, de sensation parce qu'elle est en souffrance, donne peu à peu le ton de cette ville incroyable, qui est la ville des métamorphoses. Oui, alors c'est très réussi. C'est un roman sur le fil, effectivement, sur le fil et qui j'ai- quand je vous disais qu'il y avait une profonde connaissance du Japon chez vous, je ne parlais pas forcément de savoir, mais il y a quelque chose dans votre écriture qui fait penser à l'écriture japonaise, en tout cas telle qu'elle nous est restituée lorsqu'elle est traduite. On pense à la subtilité des haïkus, on pense à la légèreté chez certains auteurs japonais. Ils ne sont pas du tout tous dans cet univers-là, hein. Quand on pense au Murakami, Ryu, Haruki, c'est au contraire des grandes sagas ou des choses extrêmement détaillées, très profuses, mais je pense à la poésie japonaise. Et on est obligé, effectivement, vous l'avez dit, l'importance des fleurs, on est obligé d'imaginer les cerisiers, par exemple. On est obligé de convoquer ces images-là dans votre écriture parce qu'elle est légère au point que, justement, elle nous laisse toute la place à nous lecteurs. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez essayé de faire, mais en tout cas, on se sent euh, entraîné dans cette lecture, pas du tout comme extérieur, mais on est à côté de Rose, quoi. On est avec elle, voire même, et pourtant c'est un homme qui parle, hein, mais on vit quelque chose de ce qu'elle vit. On vit cette possibilité de s'ouvrir à autre chose. On se rappelle des moments comme ça qui pour nous ont été initiatiques. Enfin, je crois en tout cas que tous les lecteurs qui le lisent revivent quelque chose d'une expérience très intime, en fait, parce que c'est quelque chose de très intime qui est donné là. Et puis justement, sans explication. C'est-à-dire que dans nos vies intimes, nous ne nous expliquons pas, nous ne décortiquons pas comme une anamnèse psychologique ce qui nous arrive, on les vit simplement. Et dans cette écriture-là, c'est aussi ça, c'est l'évocation qui nous permet de vivre ce que vit Rose, quelque chose comme ça. Et vous résumez très très bien ce que j'ai essayé de faire, pas forcément consciemment d'ailleurs au départ. Il y a dans la théorie de l'art chinois qui mêle poésie, calligraphie et peinture, il y a l'idée que l'œuvre authentique, c'est celle qui conserve suffisamment de vide en elle pour permettre au spectateur, au lecteur de l'habiter. Mm. Et peut-être finalement, cette leçon de l'Asie et cette leçon du Japon en particulier a fini par s'imprégner en moi parce que c'était ce que je sentais que je voulais faire. Je voulais qu'il y ait suffisamment d'espace dans le texte, qu'il ne soit pas bavard, qu'il n'en dise pas trop pour que chacun puisse naviguer sur ses propres mers intérieures à l'aide de ces évocations, si jamais elles pouvaient être parlantes pour celui qui lit. Mais c'est le cas. Euh, il y a dans ce propos-là aussi l'idée je crois que je le disais rapidement en introduction, mais l'idée de la rencontre des mondes. Là où je faisais un parallèle avec la vie des elfes, qui est aussi la rencontre de deux mondes, mais là du côté de la fantaisie, de l'héroïque fantasy même. Ici, c'est la rencontre de deux mondes qui est une rencontre toujours curieuse parce que on sait qu'en littérature, la France et le Japon se rencontrent beaucoup, se lisent beaucoup aussi mutuellement. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas très, en tout cas comme libraire qui constate ça de manière très régulière, je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Japon, la littérature japonaise et la littérature française se parlent autant et aussi bien? Il y a une connivence probablement du raffinement, c'est-à-dire que ce sont deux pays où la culture a atteint des niveaux de raffinement très élevés. Mais non, je n'ai pas d'explication. Et pendant très longtemps d'ailleurs, c'était pas la littérature japonaise qui m'intéressait au Japon. C'était les arts traditionnels, c'était l'ikebana, la gastronomie aussi, bien sûr, la calligraphie. Et je suis venue assez tardivement à la littérature japonaise, donc je suis
pas la mieux placée pour répondre à cette passionnante question. Bah, c'est pas sûr parce que vous y répondez en le faisant, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'y répondre en l'expliquant probablement. Bon. Euh, il y a quelque chose de aussi un autre élément dans votre travail, dans votre œuvre qui est récurrent, c'est une place particulière de l'homme. Je pense évidemment à nouveau à l'élégance du hérisson, où là il s'agit d'une rencontre avec un homme japonais extrêmement raffiné, du monde de l'art aussi d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Cet homme qui ressemble beaucoup au père que Rose n'a jamais rencontré, comme s'il y avait peut-être une transposition d'un personnage, on pourrait penser à une espèce d'alter ego de ces deux hommes-là, et puis sûrement aussi la place particulière du père là comme absent. Enfin, c'est un thème là qui apparaît. Par contre, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà rencontré dans vos autres livres, ou en tout cas pas comme ça. Et finalement, qu'est-ce que vous pourriez dire vous de ce qu'est un père? Ça m'intéresse en tant qu'homme. C'est une question qui me paraît à la fois mystérieuse et en même temps, c'est très beau ce que vous faites de ce père japonais inconnu pourtant. Mais on va pas tout raconter, mais c'est quand même très beau ça. Oui, Vraiment alors père quand même. pardon. Parce que c'est vraiment son père, quoi. C'est vraiment, il agit vraiment en tant que père, même mort. Alors, c'est une vaste question et aussi très intime, donc c'est un peu compliqué d'y répondre facilement, mais une chose, enfin, je ne sais pas si je me suis d'abord centrée sur la figure du père. Ce qui était évident pour moi, c'est que Rose, puisqu'elle ne l'avait pas connu, serait sensible à toutes les transmissions invisibles dont elle découvrirait la réalité une fois arrivée à Kyoto. Et c'est probablement une des choses qui me fascine le plus. C'est étonnant que vous posiez cette question parce qu'il se trouve que je vous parle et que derrière moi se trouvent des encres de mon père qui était peintre amateur et que j'ai découvertes longtemps après sa mort. J'ai découvert longtemps après sa mort qu'il avait peint, enfin, qu'il avait fait ses encres qui ressemblent à des calligraphies japonaises. J'ignorais totalement qu'il avait de l'intérêt pour la calligraphie japonaise. Ses autres peintures étaient très différentes. Et j'ai découvert avec étonnement qu'il y avait eu une sorte d'infusion invisible, de quelque chose de très fort, qui visiblement l'avait fasciné et qui, moi, me fascine aussi. Et la façon dont, dans nos vies étranges, ce galopant peut-être sur le vent ou sur les nuages, se transmettent des passions ou des ferveurs dont on n'avait pas idée, est quelque chose de très émouvant et très fascinant. On n'ira pas plus loin dans la recherche d'explications non plus, parce que ça aussi c'est très poétique, mais ça vous concerne. Donc, mais bon, on a là, grâce à ce que vous venez de dire, peut-être un aperçu aussi du travail de l'écrivain, de comment l'écrivain écrit aussi avec la matière de ce que l'écrivain est elle-même, quoi. Mais Oui, hein, ce qui est fascinant, et en tant qu'écrivain, on le vit en permanence, c'est que ça échappe totalement. Il y a quelque chose d'incontrôlable dans la manière dont ce qu'on est se- est reçu par l'écriture et transformé, totalement transfiguré. Il y a une très très belle métaphore que cite Kundera, mais je ne sais pas d'où elle vient, que cite Kundera dans son art du roman. Il explique que le romancier démolit la maison de sa vie et avec les briques reconstruit une autre maison, celle de son roman. Et ça lui sert d'ailleurs à critiquer ceux qui cherchent dans la biographie des auteurs des explications à l'œuvre, parce que c'est un véritable travail de métamorphose, là aussi, du matériau premier. à propos de personnages, toujours, puisque je rapprochais le personnage du père de Rose du personnage dans l'élégance du hérisson, là aussi, il y a
entre vos deux héroïnes féminines, à la fois beaucoup de distance, parce que ça n'a rien à voir, évidemment, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et en même temps, le parcours que vous leur faites faire dans le livre, dans les deux livres, a quelque chose de commun. On revient sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, sur la question d'un parcours initiatique et d'une renaissance. Ça, c'est d'abord, c'est très beau, parce que ce sont des livres lumineux. Vous, vous écrasez du talon ce qu'on appelle les feel-good books aujourd'hui, parce que vous mériteriez d'en avoir la palme, mais en même temps, ça serait presque un peu, ça serait très limité de réduire votre roman à ça, mais il y a quelque chose de lumineux, quelque chose d'un espoir, de quelque chose de toujours possible du côté de l'autre, quoi, de l'autre quel qu'il soit. L'autre, pourquoi pas culturel, japonais, l'autre sexe, l'autre aussi espèce d'autres absolument presque divinisé de l'enfant par rapport aux parents. Enfin bon, il y a comme ça beaucoup de presque des mythologies personnelles que vous mettez en place là. Vous mettez presque en place la mythologie personnelle de Rose en fait. Oui, c'est vrai, je n'en étais pas consciente et d'ailleurs les liens que vous tissez avec, les danses de hérisson me frappent parce que je n'y ai pas songé du tout, et c'était il y a c'était il y a un bon moment. Oui, mais moi du coup je l'ai relu aussi. C'est pour ça que je fais les liens plus Oui, facilement mais peut-être. non, mais vous avez tout à fait raison. Je suis frappée par la connivence entre les 2 personnages japonais. Alors dans les Danses du Hérisson, c'était pas un marchand d'art, mais il vendait de la high-tech, Ouais. pointe, mais il Il avait était amateur d'art. oui et René découvrait, une copie d'une nature morte de Peter Claes, chez lui. Il y a, il y a le thème de l'art en permanence qui traverse, mes textes et si vous dites que c'est lumineux, j'en suis heureuse parce que, je pense que l'extrême beauté et poésie de Kyoto sont d'une certaine manière des métaphores de l'espoir que j'ai toujours que la poésie et la beauté nous sauveront et non pas seulement seront des baumes, mais proviennent de quelque chose de très puissant en nous, qui a pouvoir de surmonter les désastres, de surmonter les douleurs, de surmonter les souffrances. Et l'expérience japonaise, de ce point de vue-là, est extraordinairement aiguisée, extraordinairement puissante. Alors, justement, à propos d'expériences japonaises, vous savez, les libraires, souvent, les gens nous posent des questions, nous disent, bon, je vais aller à tel endroit, est-ce que vous avez des romans à nous conseiller? Alors évidemment, si quelqu'un, bon, pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, me dit, bon, je vais aller au Japon, et a fortiori à Kyoto, c'est évidemment le livre qu'on leur conseillera de lire dans l'avion ou sur place, pourquoi pas, enfin comme ils le souhaiteront. Mais vous nous faites vraiment voyager. Voyager dans un Japon qui n'est pas le Japon high-tech, justement, qui n'est pas le Japon de la grande ville très peuplée, etc., très agité, mais le Japon traditionnel. On voyage de jardin en temple. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez magique, mais est-ce que cet univers-là du Japon traditionnel était le seul qui pouvait amener Rose justement à faire un trajet en elle-même? Est-ce que ces endroits-là sont des endroits qui permettent de faire un trajet en nous-mêmes? Est-ce que le Japon permet ça aussi? Alors, le Japon, je ne sais pas parce que je ne le connais pas exhaustivement, même si j'y ai un peu voyagé et que j'ai pas l'intention de continuer, enfin d'arrêter d'écrire sur d'autres endroits là-bas. Mais Kyoto est tout de même une cité totalement à part. Et dans Kyoto, le petit périmètre dans lequel évolue Rose est pour moi le périmètre le plus bouleversant. Je voulais témoigner ni du Japon ni de Kyoto en général, mais simplement de quelques endroits qui sont hors espace et hors temps, qui possèdent un pouvoir d'éblouissement que je n'ai jamais rencontré ailleurs et qui, à mon avis, expriment la plus grande tension qui me paraît être celle du Japon, la tension qu'il y a entre la souffrance aiguë, le cataclysme, la catastrophe dont le Japon a été largement inondé,
et la capacité à le transformer et à le sublimer de telle sorte que ça devienne un extrême paradis. On passe réellement de l'enfer au paradis, de la douleur à la lumière, de l'affliction à une forme d'espoir et presque de rédemption. Et j'ai donc volontairement situé l'action, non pas dans tout Kyoto, mais dans un tout petit périmètre. Et dans ce tout petit périmètre de l'ancien Japon, j'ai choisi quelques endroits seulement qui ont été des lieux de bouleversement intense. Hmm. Quand vous parlez du Japon, on dirait que vous parlez de Rose, hein, Oui, oui, ce Japon-là, en tout cas. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle n'est que, elle a été le vecteur par lequel j'ai pu transformer l'expérience japonaise en écriture. Et c'est une expérience, ça a été pour moi une expérience profonde, intérieure, mais aussi une expérience formelle extraordinaire parce que l'impact de Kyoto, c'est aussi une autre manière, 10 ans après, les choses ayant été métabolisées, l'expérience ayant été intériorisée, ça a provoqué une autre manière d'écrire et une autre forme d'écriture et même de structuration, de composition du texte. Et ça, c'est la plus passionnante des aventures, ce renouvellement formel qui fait qu'on expérimente, grâce à ce qu'on a vu et vécu, on expérimente une nouvelle forme. Oui, alors écoutez, ça fait beaucoup de choses en même temps parce que vous parlez du Japon comme le lieu des extrêmes, passer du cataclysme au paradis. Rose, qui là aussi passe de la souffrance à autre chose, une autre vie, parce que sa vie jusqu'à 40 ans est une vie pas, dont on n'imagine pas tellement qu'elle a été formidablement heureuse et remplie, hein. Et puis vous aussi, donc, qui passez à une autre manière d'écrire formellement, sans doute, mais j'y tiens en exposant encore plus un univers qu'on pourrait dire barberien. Je ne sais pas si l'adjectif existe déjà, inventons-le sinon. Mais ça fait beaucoup de transformations. Oui, mais c'est l'intérêt du travail d'écriture. C'est l'intérêt de la construction romanesque, ce perpétuel renouvellement qui fait qu'on on, on navigue différemment en soi-même. Et cela se transforme en un texte inédit, nouveau, étrange, bizarre, et qui ensuite vous retransforme. Et c'est effectivement ce qui arrive à Rose pendant tout Ouais. son parcours. Et puis enfin, au gré des rencontres qu'elle fait, parce que, comme vous l'avez souligné, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure et qui me traînait dans un coin de l'esprit. Euh, En fait, je me rends compte que j'écris sur les rencontres. Ouais. Je discutais avec une amie romancière, elle aussi, nous discutions de nos thèmes favoris, et elle me faisait remarquer que les gens, contrairement à elle, les gens se séparaient peu dans mes romans parce que ce qui m'intéresse, c'est la rencontre, c'est de montrer ce moment miraculeux dans lequel advient une rencontre. Ça arrive pas souvent dans une vie et où les choses basculent soudain. Et le point de bascule est toujours ce qu'il y a de plus passionnant, mais aussi fugitif, insaisissable, presque ineffable. Mm. Oui. Dans votre livre, oui, il y a de l'ineffable, certes, mais le point de bascule, c'est votre livre, c'est ce moment-là. C'est aussi ça. Une rose seule, c'est le livre de ce point d'inflexion, de ce changement, de cette euh, arrivée dans l'autre vie presque rêvée, à laquelle beaucoup de gens ne font jamais que rêver sans doute, mais à quoi Rose semble tout à coup accéder. Ah, on ne sait pas ce qui va se passer pour Rose, Non. hein, puisque la fin du livre ouvre toutes les possibilités. Elle peut réussir, elle peut échouer, mais elle aura basculé. Et c'était ça que j'avais envie de capter. Ah oui. Oui, oui, qui est je pense, le maître mot de l'initiation, certainement. Bon. D'ailleurs, vous parlez de rencontres, effectivement, moi je voulais vous poser aussi la question de l'autre, parce que
encore une fois, vous nous emmenez dans un endroit que finalement certains d'entre vos lecteurs connaissent certainement, mais peut-être pas si nombreux que ça. Donc, et puis qui est à la fois aux antipodes et en même temps, on le disait, littérairement, culturellement, avec des vraies proximités. Mais c'est quand même dans cette proximité-là, radicalement autre, le Japon. C'est radicalement loin. Et c'est ce que Rose n'a jamais affronté dans sa vie, manifestement, avant ce point de bascule. Elle a toujours refusé l'altérité, en quelque sorte, ou toujours, elle s'en est, disons, protégée de l'altérité. Elle était plutôt dans un Oui, monde où tout devait rester identique, quoi. oui, c'est mon chat qui miaule, pardon. Chartreux, on précise pour les gens, c'est un chartreux. Oui, c'est qu'il y en a deux qui, enfin, d'ailleurs, et qui miaulent, pardon. Euh, c'est, L'intention de départ était celle-là aussi. C'est-à-dire que je savais qu'il y aurait une femme souffrante, je savais qu'il y aurait des fleurs et des jardins, ces jardins-là. Et je savais aussi qu'elle rencontrerait, au gré de ses pérégrinations dans la vigne, qu'elle rencontrerait des personnages divers. Et au début, je pensais qu'ils seraient tous fugitifs, que dans cette mort de cette errance, il y aurait des rencontres ponctuelles. Et puis finalement, le texte est toujours plus fort que l'écrivain, puisque très vite, certains personnages sont apparus que je n'avais pas prévus et suffisamment forts pour que j'ai envie qu'ils se rencontrent et j'ai envie qu'on comprenne on comprenne ce qui se passe dans cette rencontre. Et Rose est très malmenée d'ailleurs pendant le roman, puisque y a, d'abord elle est malmenée par la situation, elle est malmenée par les émotions qu'elle ressent à être prise en charge par des gens bienveillants. Et puis elle est malmenée par exemple par un potier poète japonais qui la met face à sa réserve et à sa souffrance. Et voilà, ça s'est tissé de telle sorte que les rencontres sont devenues décisives et ont permis une ouverture vers l'autre, de cette femme entièrement fermée. On peut aussi dire qu'elle se maltraite elle-même, y compris dans le cours du roman, puisqu'il n'y a pas que les visites dans les jardins et les temples, il y a aussi les bars. Vous savez, on mange et on boit beaucoup au Japon. Hein. Ouais, Voilà. Et donc, ouais. elle n'y fait pas exception. Non, non, voilà, il y a aussi ces contrastes-là qui disent bien la tension intérieure aussi de Rose, je pense. Oui, oui, oui. Et le fait qu'au départ, il y a beaucoup de vide en elle, donc elle comble de façon très, très compulsive, et voire très agressive. Et puis, la gastronomie japonaise, enfin la cuisine japonaise fait aussi très largement partie du décor, non pas comme une activité accessoire, mais comme quelque chose qui va aussi l'ouvrir considérablement. Je vois Olivier, je ne Nathalie sais pas qui si vous avez réapparaît. terminé. Oui, je suis revenue, mais je ne sais pas si vous avez terminé ou pas. Ben, on peut en rester là, parce qu'on pourrait aussi parler très longtemps encore, je pense. Alors, il y a des questions, mais avant, il y a un premier message qui est arrivé de la part de Sandra. Je vais vous le lire, Muriel. Votre roman est une véritable déambulation dans Kyoto qui me servira certainement de guide si un jour je vais au Japon. En tout cas, après la lecture de votre roman, j'ai eu envie d'aller faire un tour dans les jardins d'Albert Kahn à Bouillon-Billancourt pour essayer de retrouver les sensations décrites. Je vous remercie pour votre roman. C'est effectivement cela, c'est un baume. Donc ça, c'est le premier message. Voilà. Il y a des questions sur alors ça, c'est Amandine qui la pose. Est-ce que ce roman, vous le portiez en vous depuis un moment ou il y a eu un déclic pour l'écrire? Alors ça, c'est une question cruciale et très, très complexe parce que je pense que le texte se métabolise longtemps en soi et qu'il surgisse ensuite au grand jour, au jour de la plume, de façon totalement imprévue. Mais si je regarde l'évolution de mes textes, je vois qu'ils s'écrivent toujours une dizaine d'années après l'expérience décisive, la matière décisive de mon vécu. Et donc, je ne suis pas très surprise que plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans après avoir quitté le Japon, le texte est surgi de cette façon-là. En fait, tous les textes sont là.
toutes les histoires, tous les thèmes, nous les portons en nous, je pense, tous ceux qui écrivent, qu'ils soient publiés ou non, d'ailleurs. Et ensuite, il faut la maturité qui permet à cette matière brute de trouver une forme. Et cette forme vient lentement. Alors, il y a des questions qui sont regroupées, donc je vais en faire qu'une. Avez-vous des rituels d'écriture? Oui, je suis Ah, même une obsessionnelle et psychorigide de ce point de vue-là. Alors, j'écris très tôt, je me lève très tôt le matin parce que j'ai besoin que mon esprit soit entièrement vierge de tout ce qui va ensuite advenir pendant la journée, de telle sorte qu'il puisse accueillir ce qui vient, accueillir l'inattendu, être dans une sorte de fraîcheur, une forme d'innocence, tout en étant suffisamment alerte pour être très concentré. C'est étrange, hein, ce balancement entre l'extrême disponibilité et l'extrême concentration, mais c'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir écrire. Donc je me lève très tôt, vers 5 heures, et je travaille avec du thé vert et des chats autour de moi. Ça n'a pas changé. Et puis avec un environnement choisi de telle sorte qu'aucune ligne ne perturbe mon regard, que ce soit harmonieux d'une certaine façon. Vous écrivez toujours au même endroit? J'écris toujours au même endroit, oui. Oui, Donc, alors, oui, oui, allez-y, allez-y. oui, oui, j'écris toujours au même endroit. J'écris. Les corrections, les relectures peuvent se passer dans des endroits différents. Là, je me ramollis un peu de ce point de vue-là. mais mais l'écriture, oui, est très ritualisée. Il y a un autre message qui est arrivé où la personne, je n'ai pas de nom, cite cette phrase qu'elle a adorée. Le Japon est un pays où on souffre beaucoup, mais on n'y prend pas garde. Pour récompense de cette indifférence au malheur, on récolte ces jardins où les dieux viennent prendre le thé. Donc ça, c'était un Oui, message. oui, mais Vous parlez- merci beaucoup à ce lecteur ou à cette lectrice. C'est une phrase que dit un des personnages du roman, une Anglaise âgée et très raffinée, très élégante et très cynique. Et elle résume une des premières impressions que l'on a en arrivant à Kyoto et en rencontrant des Japonais. J'ai toujours été frappée par leur extrême résilience et par la façon dont ils se tenaient droit dans une vie difficile et parfois douloureuse, euh, et dont en même temps ils étaient capables de produire ces jardins divins. On a l'impression d'être dans un Éden de raffinement et de sérénité que peu de cultures ont réussi, pour moi, à produire de cette sorte. Alors, Alain se demande, est-ce qu'il y a des hérissons dans les jardins de Kyoto? Jamais vu. Jamais vu. Est-ce qu'il y a du hérisson dans le folklore? Non, non, pas vraiment. Il y a des tanuki, non, non, je n'ai pas rencontré de hérisson au Japon. Il y a un Mais petit beaucoup. message pour Olivier. Je crois que vous avez une ancienne élève qui vous écoute. Ah, bon, toujours ancien élève. Parlons bien. Carole, pose la question à Muriel. Quel livre vous nourrissent? Quels livres me nourrissent? Ouais. Ah, alors, c'est une question ambitieuse, là encore. Il y a les livres de chevet et puis il y a ceux qu'on découvre, bien sûr. Alors, parmi les livres de chevet, ceux que je lis, il y a des grandes fresques de la littérature française ou mondiale. Je relis régulièrement les Russes, Tolstoï, Dostoïevski, mais aussi Margaret Mitchell. Autant on emporte le vent pour le goût Mm. des fresques humaines qui balayent le tout de la condition humaine. Je relis aussi très souvent mes classiques. La langue du XVIIe et du XVIIIe ne cesse de m'émerveiller. Je suis en train de relire Les Liaisons dangereuses, par exemple, de Laclos. Mais j'aime aussi les grands romanciers du XIXe pour leur art époustouflant du roman.
Et puis ensuite, il y a ce qui me nourrit aussi, et ce qui est souvent déclencheur d'impulsion d'écrire. Il y a tous les textes que je découvre. En ce moment, je suis en train de lire des entretiens de Pierre Soulages sur la peinture et sur son parcours de peintre qui me passionne et où je trouve des échos à d'autres lectures que j'ai faites sur la peinture chinoise, par exemple, ou sur la poésie asiatique. Et alors justement, il y a une question qui vient d'arriver un peu en lien. Est-ce que vous auriez des auteurs français ou japonais à nous conseiller? Oui, plein, bien sûr. J'ai lu un des plus beaux textes que j'ai lu récemment et un des plus forts que j'ai lu depuis longtemps. C'est paru chez Verdier, c'est le livre de Camille de Toledo qui s'appelle Thésée, sa vie nouvelle, qui est un très grand texte de littérature, d'une profondeur et d'une puissance inouïe. Et donc ça, je le recommande fortement. On mettra votre conseil lecture sur notre site et sur la page Facebook sans Mais c'est problème. un texte totalement singulier, comme il en existe très peu. Et je pense que c'est une expérience littéraire extraordinaire. Et côté japonais, vous avez un conseil à faire? Non, parce que comme je l'ai avoué précédemment, je lis peu de littérature japonaise. Enfin, j'en ai peu lu, donc je ne suis pas la meilleure conseillère. Je suis en train de relire un très beau manga qui a paru chez Casterman dans la très belle collection Écriture, et qui s'appelle Au temps de Botchan, avec les dessins de Taniguchi. Et mes excuses, j'ai oublié de qui est le scénario. Mais c'est très très beau parce que ça raconte ce qu'a été l'ère Meiji au Japon, c'est-à-dire l'occidentalisation à marche forcée du Japon, euh, au travers de la figure des grands écrivains de cette période-là. Donc on y voit un occidental d'ailleurs, Lafcadio Hearn, on y voit Soseki, j'oublie les noms là, ce soir, mais vous les retrouverez aisément. Et c'est très très beau et très intéressant sur le basculement du Japon vers la modernité Olivier, est-ce occidentale. que vous avez un conseil de livre japonais à nous donner? Ou français peut-être aussi? Livre japonais comme ça qui me viendrait à l'esprit, je pense toujours à Mishima, forcément, parce que c'est quand même voilà, une grande signature. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu en France, qui est Murakami Ryu, le Japon plus rock, plus punk, plus voilà. Et puis un texte français très beau qui vient de paraître au Cadran Ligné, toute petite maison d'édition, de Marc Graciano, qui s'appelle Le Soufi. C'est très beau, très poétique. Et Muriel, il faut que vous lisiez ça absolument. Je vais, Le Soufi, ça vous plaira énormément. Oui, ça me fait penser, autre conseil, là c'est pas japonais, mais j'ai été une grande lectrice et ça m'a beaucoup inspirée pour les précédents romans, mais ça traîne toujours dans un coin de mon esprit, de François Cheng. Mm. Tous les magnifiques ouvrages de François Cheng sur la peinture chinoise, la calligraphie et la poésie chinoise. Et dans le roman, comme il y a des petites vignettes qui précèdent chacun des chapitres et où on voit passer, c'est totalement inventé, hein, mais j'ai quand même fait passer des personnages qui ont existé. Il y a des peintres chinois et qui m'éblouissent toujours, et certains d'entre eux, je les dois à François Chen. Alors je vais montrer la couverture de votre livre quand même. Voilà, on le voit là. Donc je vais redire que le livre de Muriel Barbery, Une rose seule, sorti chez Actes Sud, est disponible dans toutes les librairies. Chez Olivier Lostis à l'Esperluette à Chartres. Il est aussi dans la librairie partenaire que nous avions ce soir, la librairie Cocotte-Rousse à Lyon. Dans toutes les librairies de France, sur notre page Un endroit où aller, vous pouvez aussi acheter le livre de Muriel. Vous serez redirigé vers une librairie indépendante, c'est très important. Avant de vous donner le mot de la fin, je vous donne moi rendez-vous demain à 19h avec Alice Fernet pour parler de son roman L'intimité. Donc Olivier, le mot de la fin, et on laissera vraiment le mot de la fin à l'auteur. Il faut que je dise un mot de la fin. Alors ça, j'ai pas du tout pensé. Merci Muriel, c'est juste ça. Merci Muriel pour ce livre.
Oui, non, c'est moi qui vous remercie, Olivier, d'avoir accepté d'être celui qui pose les questions. Le mot de la fin, moi non plus, je n'y ai pas songé, mais Question piège. oui, Finalement. présenté comme ça, c'est très. Déjà que je suis toujours très timide devant un écran. Euh, je souhaite à tous de très très belles lectures de fin d'année, et de belles découvertes et de ces voyages immobiles que la littérature nous permet, dont je suis moi-même avide. Parfait. Muriel, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer votre fabuleux livre. Olivier, merci d'avoir si bien animé cette rencontre. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et bon courage en librairie parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde.